Eh bien, figurez-vous que c'est à nouveau Je range mon bureau. Je range mon bureau, la 68e et donc la numéro 64. Et vous le savez, j'ai commencé depuis quelques jours maintenant, depuis un peu plus d'une semaine, une série qui s'appelle Interpares. Et Interpares me permet en fait d'isoler des livres qui normalement étaient chroniqués un peu en masse dans ces Je range mon bureau et de leur consacrer un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'entrer plus en profondeur et de faire des prolongements. Enfin, je trouve ça extrêmement satisfaisant parce que les vidéos Je range mon bureau, surtout quand je laissais passer trop de temps et que j'avais plein de livres à chroniquer, elles faisaient vite 1 heure et demie, elles étaient épuisantes ou alors j'étais obligé de les faire en plusieurs fois. Enfin, c'était pas terrible. Donc là, ça me permet, en fait, Interpares me permet aussi de faire une sorte d'hybridation entre les vidéos un peu monographiques et puis les vidéos, on va le voir, dans laquelle je vais parler de plusieurs livres, et celle d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a quand même 6 livres que je ne pense pas devoir mériter peut-être le traitement monographique. Enfin, c'est pas très gentil de le dire comme ça. En tout cas, j'ai pas, voilà, je suis obligé de faire des priorités, et donc je ne vais pas leur consacrer une vidéo Interpares, mais ça peut être des livres que j'aime beaucoup, je le dirai d'ailleurs. Alors on commence par un livre que j'ai pas aimé du tout, Le vin de longue vie, d'un auteur roumain de l'entre-deux-guerres qui s'appelle alors N.D. Coccea, je sais pas quel est le prénom. Bon, Coccea, je sais pas comment il faut dire. C'est publié chez Cambourakis et c'est traduit du roumain par Jean de Palacio. Ça a été publié en 2012. Et la traduction a été publiée en 2012, le livre est de 1931. Et alors le livre est intéressant en soi, la structure narrative, le style, autant que la traduction puisse en rendre compte, n'est pas inintéressant, ça n'est pas un mauvais livre, hein, c'est de la littérature, on va dire, voilà, en disant très vite, et on a eu ce débat récemment, notamment avec mon ami et collègue Eric sur finalement est-ce que c'est important que ça soit de la littérature. Non, effectivement en soi, et surtout qu'on va jamais réussir à se mettre d'accord sur ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. Mais voilà, en tout cas c'est pour dire que ça n'est pas la question de la qualité littéraire du livre en soi qui me dérange, c'est un livre tout à fait honnête de ce point de vue-là. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est en fait toute l'utilisation des stéréotypes de genre et le fait que le personnage principal, le héros, le vieux boyard, le vieux maître Manol, qui est une sorte de nonagénaire complètement mythique, richissime, autour duquel s'excite toute la population de la commune, se trouve en fait en quelque sorte idolâtré par l'autre personnage principal, qui est le narrateur, et qui est un jeune homme, jeune fonctionnaire, qui vient de débarquer dans cette ville où il ne connaît personne, et qui finit par être en quelque sorte adopté par le vieil homme, par le vieux propriétaire terrien. Et il faut savoir voilà, qu'il y a toute une légende qui entoure ce vieillard qui fait beaucoup plus jeune que son âge, et voilà, et donc il y a toute une sorte d'élément un petit peu fantastique, dont témoigne d'ailleurs le titre, Le vin de longue vie, qui est évidemment une réécriture de l'élixir de longue vie. Et en fait, ce qui se passe un peu dans ce texte, c'est que toute la légende finit par s'avérer vraie, à savoir que c'est effectivement quelqu'un qui abuse des petites domestiques, qui abuse des paysannes, qui en a même tué, enfin bon, dans ses orgies, tout ça. Et en fait, c'est tout présenté comme relativement normal. Donc on a une espèce de système patriarcal masculiniste qui est présenté comme allant totalement de soi, dans lequel les crimes contre les femmes notamment et contre les pauvres singulièrement, semblent aller de soi. Et à la fin, l'itinéraire, on va dire, biographique de ce vieux personnage, de ce personnage mythique, est même justifié parce que sur son premier crime qui lui a permis de distiller en fait le vin qui rend plus jeune, qui donne une forme sinon de jeunesse éternelle, du moins de rajeunissement possible. Finalement, ce crime a été lié à une histoire passionnelle, à un amour-passion pour une jeune zigane qu'il a fini par massacrer d'ailleurs. Voilà, donc, et tout ça est présenté un peu, vous savez, alors du coup, c'est compliqué de dire ça, mais c'est vrai que dans un contexte où depuis des années et des années, on a toute cette discussion des féminicides, et où on sait qu'il y a les militantes féministes qui insistent beaucoup pour que les journaux arrêtent de parler de drame passionnel ou d'utiliser cette catégorie-là qui est finalement une manière de disculper ou d'exempter les auteurs des crimes conjugaux notamment, qui sont pour 98% d'entre eux des hommes. Du coup, lire ce livre-là, alors je sais, on va me dire, il ne faut pas appliquer les grilles. En fait, c'est même pas une question de grille ou d'anachronisme, c'est qu'en 1931, c'est déjà choquant, c'est déjà
c'est déjà politiquement choquant, je veux dire, et du coup idéologiquement choquant aussi. C'est pas une question de morale, c'est une question vraiment politique. Alors que économiquement, ce livre, moi je le lis comme une justification de la plutocratie, c'est-à-dire les riches ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et finalement à l'arrivée c'est un peu justifié sous un vernis qui est un vernis culturel, comment dire, lyrique un petit peu, enfin il y a une espèce de dimension un peu post-romantique derrière tout ça, le jeune inspecteur fonctionnaire est passionné de Baudelaire, le vieux lui dans sa jeunesse il lisait Musset dans le texte, tout ça, il y a ce côté-là quoi, qui est quand même très dérangeant finalement. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps d'un livre que j'ai pas aimé, mais enfin j'en ai beaucoup parlé quand même. Alors on a le droit de me dire, de me traiter de sale moralisateur, etc. Mais enfin voilà, c'est pour dire, c'est l'état dans lequel moi je lis ce livre en octobre 2020. Et il y a 5 ans, je ne l'aurais pas lu forcément de la même manière. Je ne pense pas que j'aurais adoré ce livre quand même. C'est pas un livre quand même à se relever la nuit. Autre livre lu récemment, et je l'ai acheté dans une nouvelle librairie qui a ouvert à Tours, et qui est la librairie La Vagabonde, rue Bernard Palissy. Le dit de Lost d'Igor, hein, il y a 3 noms sur la couverture, hein, Krodina, Tchernov, Markovitch, et en fait ce texte, c'est un texte publié là par les éditions Inculte, c'est une parution de 2020, ça vient juste de sortir, c'est une petite collection de poche hein, qui est lancée par les éditions Inculte, et ce sont des textes inédits en fait. Donc il y a une longue préface d'André Markovitch, qui est le traducteur en français, et il y a une longue postface d'Andrei Tchernov, qui a établi le texte en russe moderne de ce texte, j'allais dire de cette épopée, mais non en fait parce que c'est pas du tout une épopée, de ce texte médiéval russe qui est un des premiers textes connus en fait en russe, qui date de la fin du XIIe siècle. Alors il y a tout l'arrière-plan et l'arrière-plan culturel, historique et surtout linguistique, le fait que ce texte a longtemps été considéré comme un apocryphe ou comme un faux, et que en fait des découvertes philologiques des 50 dernières années en matière de linguistique de russe médiévale ont permis de montrer que non, en fait, les gens qui auraient falsifié pour écrire en russe ancien ou médiéval au XVIIIe et XIXe siècle ne pouvaient pas savoir un certain nombre de choses que ce texte confirme en termes de philologie. Donc tout ça est assez intéressant d'un point de vue intellectuel. Et ce qui est intéressant aussi, pour le coup, pour l'amateur de poésie que je suis, alors il y a un très long appareil critique, le livre fait 140 pages, mais en fait le poème lui-même, si vous voulez lire que le poème, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont vous échapper, en fait un peu moins de 60. Voilà, donc un peu moins de la moitié du livre. Et donc il y a un long appareil critique hein, qui a été composé par Tchernov et Sergueï Nikolaïev et André Markovitch, qui bien sûr est l'auteur de l'ensemble du texte français, je crois. Encore que je me demande si je crois que oui, c'est ça, non, la postface de Tchernov, il l'a écrite en français, en fait. Bon, je dis des bêtises, donc il écrit tout à fait le français. Ben voilà, la traduction de Markovitch, qui est quand même ce qui m'a le plus intéressé, la traduction de ce poème, c'est effectivement un texte très singulier, d'abord parce que c'est un poème médiéval sur des faits militaires héroïques ou censément héroïques, qui est déjà très court, qui est en 9 chants, et qui est en 9 chants très court, parce que vous voyez dans cette petite collection de poches, ça tient en même pas 60 pages, donc je sais pas, ça doit faire... je sais pas, mais ça fait 1000 vers, quoi. Enfin, même pas. C'est pas numéroté, mais ça fait même pas 1000 vers. Et donc, il y a des choses très curieuses. Et je vais juste vous lire un extrait de l'avant-dernier chant, que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la question des métaphores animales, et forcément, ça m'a marqué. Et Ovlour, à minuit, siffle un cheval par-delà la rivière. Il fait signe à Igor, qui comprend. Pas un bruit, prince Igor. La terre gronde et les herbes tempêtent. Les chariots polovtiens sont loin. Il court, Igor, Hermine vers les roseaux. Il nage, œil d'or à poitrail blanc, se jette sur le dos de son coursier, et puis, loup vif, il saute à terre et court encore vers un méandre du Donetsk. Il vole, faucon, sous les nuages, chassant les oies, les cygnes pour manger le matin, le jour, le soir. Igor vole comme un faucon, Ovlour, lui, comme un loup, parcourt la plaine, ils s'ébrouent dans leur course du froid de la rosée. Tant poussent-ils leurs bêtes qu'elles crèvent.
C'est donc un extrait du dit de Los d'Igor. Vous avez entendu dans cet extrait-là, le personnage, il est personnage principal, hein, ce héros vaincu aussi. Hein. Il est Hermine, puis loup, puis faucon. Et il y a vraiment ces métamorphoses animales. Il est vraiment tous ces animaux à la fois. Donc il y a un aspect extrêmement fantastique qui se relie à des bestiaires, qui se relie aussi à des images de la puissance ou de la puissance de transformation, mais de la puissance pure, physique du personnage. C'est intéressant. Voilà. Le dit de Los d'Igor, hein, ça vient de sortir dans la nouvelle petite collection chez Inculte. Les éditions d'Audovol, on sait que j'en fais grand cas, et ça c'est un de leurs livres un petit peu en marge, c'est ce grand format là, duo, avec des illustrations de Marie Desailes, alias Sophie Bazin, et ce sont des fables de Pierre Ferrand. Il n'y a pas le titre sur la couverture, le titre, vous allez le chercher là par exemple. Est-ce qu'on le voit? Le loup végétalien et autres fables contemporaines, et c'est de Pierre Ferrand donc. Et je vais vous en lire une, qui n'est pas le loup végétalien. La plante et la mouche. Une humble mouche sans malice virevoltait sans cesse autour d'un végétal dont les atours s'épanouissaient en fleurs factices. La vue de ces grappes exquises perlant de suc, gelées précieuses, magnétisa notre curieuse, débordée par sa gourmandise. Baignée de glu toute collante, la mouche expira doucement, exterminée sans jugement pour avoir butiné la plante. La drosera, tel est son nom, assurément ne se délecte que du cadavre des insectes qu'elle saisit dans ses fanons. Si de semblables créatures se servent de tels stratagèmes, inventent ces moyens extrêmes, c'est pour piéger leur nourriture. Ainsi s'écrit dans la nature le vrai récit de la survie, celui du faible poursuivi et de la proie mise en pâture. Par contre, l'homme agit sans cause. Cruel, nous sommes sans raison, la roue, la croix, la pendaison ou le bûcher, entre autres choses. Le hasard fit notre existence, mais la médaille eut son revers. Car le creuset de l'univers forgea aussi notre violence. La barbarie court par le monde, et peut croiser notre chemin, reste fragile nos destins tant que survit la bête immonde. On dit pourtant qu'aux temps anciens, scandalisés par les carnages, se réunirent tous les sages pour instaurer les lois du bien. Créant les dieux et la morale, l'enfer, ou bien la sainteté, ils cherchaient pour l'humanité de tous les maux l'issue fatale. Le procédé fit des prodiges, on vit fleurir quelques vertus, moins aujourd'hui encore on tue au nom de Dieu. Ce qui m'afflige. L'espoir de voir éclore un jour une bonté universelle demeure vain et sans appel. En nous, le mal sévit toujours. J'ai dû fourcher, mais aujourd'hui encore on tue au nom de Dieu ce qui m'afflige, je crois que c'était pas très clair. Je devrais pas enregistrer ces vidéos quand je me rends compte que je suis pas en forme et que... Enfin, j'avais l'impression d'être en forme, mais je crois que pour la lecture à haute voix, c'est pas terrible. Bien, on continue. Jean-Christophe Bailly, son dernier recueil d'articles, L'Imagement. Je ne devais pas être très en forme, tiens, on parle d'être en forme, au mois de septembre, parce que j'ai lu... Il y a des chapitres qui m'ont retenu. Et puis il y a des chapitres que j'ai complètement, enfin j'allais dire pas compris, oui, que j'ai eu du mal à creuser, vraiment. Donc c'est comme ça, hein, ça arrive. Alors Jean-Christophe Bailly, moi, il y a un livre, pour moi, si je devais retenir un seul livre vraiment de lui, c'est Le Dépaysement, c'est un livre vraiment majeur. Et ensuite, dans les essais, j'avais été un peu déçu par les 4 lectures galloises, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, son précédent. Celui-là ne m'a pas déçu, mais c'est un livre qui est un peu fait de briques et de broc. C'est-à-dire c'est vraiment des articles qu'il a écrits, ou des conférences qu'il a prononcées dans différentes circonstances. Il les met un peu ensemble, il appelle ça l'imagement. Bon, il n'y a pas une unité, oui, il travaille autour de l'image, voilà, de la manière dont l'image vient à nous, dont l'image est perçue. Bref. C'est comme ça. Je cherchais voir si je pouvais vous citer un extrait. Non, c'est un peu compliqué quand même d'extraire, hein, parce que c'est très dense, c'est très théorique, c'est intéressant. Hein, donc voilà, donc oui, il y a 3 parties, l'imagement, geste de l'art, déploiement. Bon, je dirais des bêtises, donc je ne vais pas en parler. Il y a 13 chapitres. Bon, feuilletez ça en librairie, regardez. Hein. C'est pas le livre, voilà, si vous avez jamais lu Jean-Christophe Bailly, moi je vous recommande Le Dépaysement. Mais si vous avez déjà lu Bailly et que voilà, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait ce livre, ben, vous pouvez aller y jeter un œil. C'est Au Seuil, Fiction et compagnie. On en vient
à une traduction encore, Arnaud Kamenisch, Ustrinkata, et c'est traduit l'allemand par Camille Lucher. Alors Camille Lucher, elle ou il, je ne sais pas, mais on va dire elle. Elle, la traductrice, dédie son travail à Papé le Reboussier. Ah ah, c'est bien les traducteurs ou traductrices qui émettent des dédicaces comme ça. Ça permet de savoir quand elle s'appelle Camille. Donc c'est bien une fille, c'est ce que j'avais pensé. Et donc Ustrinkata, ça vient de paraître aussi chez Kidam Éditeur. Et j'ai acheté ce livre, tiens, ah ah, décidément, j'arrête pas d'aller dans des nouvelles librairies. C'est chouette quand même de penser qu'il y a, j'espère qu'elles vont tenir le coup, mais il y a des nouvelles librairies qui ouvrent, et 2 librairies notamment ont ouvert après le confinement à Tours. Je vous ai parlé de la librairie La Vagabonde, et celle-ci c'est la librairie cave Les Saisons. Alors je crois que j'ai écrit sur mon blog que c'était rue Lavoisier, en fait c'est pas la rue Lavoisier, je sais pas comment elle s'appelle cette rue, bon, c'est la rue qui est juste, pour les gens qui connaissent Tours, qui est entre le Grand Théâtre et la rue Voltaire. Bon, si c'est pas Lavoisier, ben, tant pis. Bon, vous cherchez sur le web librairie Les Saisons, c'est super, c'est un super lieu. Donc on peut y acheter son vin, hein, c'est la maison Baudry du Tour, je crois, qui s'est installée là, qui a déjà 2 caves, boutiques de vente à Chinon, qui donc s'est installée là pour avoir une boutique à Tours, et qui a donc installé une librairie en partenariat avec la librairie Les Saisons à La Rochelle. Et c'est super, moi je pensais un petit peu avant d'y aller que ça allait être une cave avec quelques livres, non, il y a un vrai fond, il y a un vrai travail, la libraire a l'air de faire un travail vraiment superbe, et ça vient juste d'ouvrir, et donc j'ai acheté quelques livres. Alors oui, j'ai acheté celui-là que j'ai pas trop aimé, mais bon, ça c'est pas la faute de la librairie, hein. C'est ma faute à moi, ou c'est la faute du livre, ou c'est la faute à personne. On peut pas tout aimer. Et donc j'ai acheté celui-là qui est très très chouette. Donc Arnaud Kamenisch, c'est un écrivain suisse de langue allemande, et donc j'avais jamais rien lu de lui, et ce texte-là est très très étonnant. Visiblement, il travaille beaucoup autour de la langue romanche, autour du romanche, puisque il y a souvent des insertions, des inclusions de mots, de phrases, d'expressions en romanche, et même l'allemand tel qu'il est traduit en français a l'air d'être extrêmement régionaliste, et il y a toute une discussion justement entre les différents personnages rassemblés dans ce livre-là. Je vais expliquer quelle est la circonstance du texte, en fait, finalement, de la scène du texte. Mais souvent ils échangent sur ah oui mais elle savait parler que romanche, ou lui il avait perdu son romanche en allant vivre ailleurs, etc. Donc ça doit être un texte quand même extrêmement dur à traduire aussi, donc voilà, c'est pas un livre très long, et je pense que la traductrice Camille Lucher, elle a fait un bon travail, parce qu'on a vraiment une impression d'un texte qui se tient, dans lequel on retrouve toutes ces ramifications en fait polyglottes, et même ces ramifications qui relèvent en fait de l'hétéroglossie au sens de Barthes, et donc c'est quand même très bien. J'avais à moitié pensé faire un interpares, puis il faut quand même que je range une partie des bouquins qui traînent. J'avais pensé faire un interpares en reliant ce livre à Christo versus Arizona de Camilo José Cela. Donc je le fais pas, mais je dis que j'aurais pu le faire, donc ça vous donne éventuellement la piste de ce que j'aurais pu dire et que je n'ai pas dit. Alors en fait, ils sont rassemblés, les personnages, ils sont rassemblés pour une soirée, comme d'habitude, au bistrot en fait. Et donc ce sont des habitués de bistrot qui parlent entre eux et qui passent leur temps à picoler. Il faudrait faire le décompte, mais il y a par exemple un personnage qui, à chaque fois, devant qui la patronne remet une bouteille de schnapps. C'est une femme qui boit, et je ne sais pas combien de bouteilles de schnapps elle boit dans la soirée. Donc, ça me paraît hallucinant, au bout de 2 verres, je suis dégommé, mais enfin, bon, peu importe. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on le trouve dans cette librairie thématique, librairie cave. C'est un livre qui se passe pendant une beuverie. Et la boisson est le sujet aussi, le point de départ du livre, puisqu'il y a un personnage qui refuse de boire de l'alcool et qui dit non, ce soir je bois que de l'eau, et c'est le point de départ. On pense d'ailleurs que ça va devenir le point, le nœud dramatique du livre, et en fait pas du tout, il en est presque plus question, ça se termine pas du tout là-dessus, ça n'est pas résolu, il y a juste quelques remarques régulières désagréables de la part des autres vis-à-vis du non-buveur ou de celui qui décide de pas boire, mais c'est à peu près tout. Et donc voilà, donc ce sont des histoires de village, des histoires des commérages, des souvenirs, voilà, donc c'est vraiment une scène de bistrot, et c'est une scène de bistrot avec une très grande profondeur de langue et beaucoup d'humour aussi, je crois. Allez, je vais en lire un extrait pour vous donner une idée. « Dans un avion, ils peuvent toujours essayer de m'y refoutre, dit le Louis. T'es assis là-dedans comme dans un crayon, et si tu t'allumes un Rusli tellement tu t'ennuies, ils te gueulent dessus en anglais. Que t'es bien obligé de leur casser le nez. Après même pas une demi-heure, on était de retour à Zurich, dit le Louis.
Des salopios tous autant qu'ils sont, et moi qui devais aller à Sapporo pour devenir champion olympique de bob. Il siffle son piccolo. Ouais, en 1972, là on était en grande forme, pas vrai Guillaume Barretta? Il le pousse du coude. Le gros là, avec sa trompette, il était assis derrière. Ouh, imagine voir comme on les dévalait ces pentes, avec ce poids-là à l'arrière et moi à la conduite, comme des bestias qu'on glissait. Mais on a dû arrêter. C'est foutrement cher ce commerce. Le Guillaume Barretta visse le cornet à son oreille. Aujourd'hui, tu peux plus descendre de toute façon avec ce temps de cochonne, il dit. Pétrus, il s'est peinté le nez, le cinglé, et sait voir de construire un vrai canal de glace par ces températures. On commence à se sentir à Santo Domingo ici, alors qu'il devrait neiger. Alors ça, ici, c'est l'autre, j'ai oublié de le dire, c'est bien que j'ai lu ce passage sur le bobsleigh, enfin voilà, les souvenirs d'avoir failli être champion de bobsleigh, assez particulier. C'est aussi voilà, un des points de départ, en fait, il y a le personnage qui veut boire que de l'eau, et puis il y a la météo, c'est-à-dire ils sont en haut dans les montagnes, ils sont dans une vallée encaissée, et ils se plaignent tous du fait qu'il ne fait pas assez froid et qu'il n'y a pas assez de neige, qu'il devrait y avoir de la neige, que ça devrait geler, etc., etc. Et donc c'est aussi un livre sur le réchauffement climatique, en fait. Bizarrement, c'est un livre sur le réchauffement par l'alcool, hein, mais c'est aussi un livre sur le réchauffement climatique. Donc ça, voilà, mais c'est jamais dit, en fait. Oui, là, j'aurais pas lu cet extrait, j'aurais presque oublié que c'était sur ça. Allez, j'en lis un autre. Je lis un autre extrait. Ça oui, c'était un sacré talent celui-là. Et les autres, ma foi, quand on n'a pas été béni comme il faut à la base, dit Lotto, ma foi, il faut se donner un coup de pouce, une pierre du Val-Frisal dans la poche, ça aide. Ou bien mâcher un peu de moutarde blanche contre le cerveau gourd et la coincer entre la joue et les dents, ça rafraîchit le galta, pas vrai Louis? Ou un flacon avec du jus de bélier dans la poche de la veste, ça durcit le crâne. Ou une nouvelle frisure, dit l'Alexis, et déjà on s'en va comme neuf de par le monde. Tu demandais au moins pas trop cher pour tes frisons, ça faut bien le dire, dit Lotto. Par contre, va savoir pourquoi la moitié du village porte un chapeau et le reste un foulard. Donc ça, c'est un autre élément. Moi, ça m'a beaucoup rappelé des choses que j'ai pu entendre dans les bistrots, etc. C'est tous ces habitués qui se vannent les uns les autres. Et là, c'est typiquement ça. Il y a des personnages, c'est le coiffeur. En fait, visiblement, il coiffe très très mal. Ça m'a amusé parce que mon beau-père, il avait un ami, un de ses meilleurs amis qui était coiffeur. Et au bistrot, ils n'arrêtaient pas de se vanner. Ils n'arrêtaient pas de le vanner sur le fait qu'il n'était pas bon coiffeur en fait. Et donc là, ça m'a vraiment rappelé ça m'a fait rire. Hein. Tu demandais au moins pas trop cher pour tes frisons. Par contre, va savoir pourquoi la moitié du village porte un chapeau et le reste un foulard. Voilà, tout le monde se cache en fait en sortant de chez le coiffeur. Bien, c'est pas mal. Bon, ça m'a rappelé aussi, mais j'aurais voulu ne pas prononcer son nom, mais je vais le dire. Ça m'a rappelé aussi par exemple Clope au dossier de Pinger. Hein. C'est suisse, hein, je sais pas. Est-ce qu'il y a éventuellement une explication? Bref, peu importe. Ustrinkata, Arnaud Kamenich, traduction Camille Luchère, et ça vient de sortir chez l'excellent éditeur Kidam. Bah voilà, on a fait une petite, je range mon bureau, trop longue, mais c'est pas grave.